Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, connectés sur Gale Afrique. Nous vous remercions et nous sommes aussi là pour vous faire le décryptage de cette actualité qui retient les esprits des Congolais. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, les affrontements sont toujours signalés, voire même ces affrontements s'intensifient au lendemain de cet échec du processus de Luanda. Permettez à ce qu'on le dise ainsi, peut-être soit il y aura d'autres mécanismes pour mettre en place ou pour revenir sur la table de discussion au niveau des Luanda. On le saura un peu plus, mais analysons d'abord les faits en présence. Les rebelles du M23 à Matembe. Plusieurs sources, mesdames et messieurs, qui confirment la reprise, bien sûr, de cette cité par les rebelles du M23. Nous sommes sur ces plateaux avec Georges Yalala Mbiro, cadre de l'IDPS. Il va nous en dire un peu plus son analyse ou disons sa compréhension par rapport à tout ce qui se passe. Et à la fin, dans la deuxième partie, on va parler de ces processus de Luanda. Kagame et Tshisekedi ne se sont plus rencontrés. On va en parler. Georges, bonjour. Bonjour Jenny. Je vous vois très en forme. Nous sommes toujours là. Matembe, c'est toujours la RDC. Oui. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec les M23, est-ce que c'est pas un mauvais signe qui vient encore une fois mettre fin à la série des victoires ou disons des résistances côté FARDC? Bon, moi tout d'abord, je vais fixer l'opinion que ce n'est pas seulement Matembe qui doit plus s'y intéresser, mais il faut commencer par Bunagana. Oui. Parce que bon, quand les gens parlent déjà de Matembe, il faut beaucoup de bruit. Mais Matembe avait déjà été conquis bien avant, mais il a été récupéré. Et voilà encore être conquis par CSM23. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a réellement le gros des fronts. C'est là qu'il y a réellement le gros des activités militaires. Pour vous dire que, comme dans les jeux de football, il peut arriver que le ballon va dans le cas des adversaires et vice-versa. Oui. Ce n'est que normal. Mais pour côté FARDC... Et moi, je vais dire simplement, oui. Pour celui qui connaît Matembe, et Oui. pour les gens qui connaissent la géographie de cette contrée Oui. que nous appelons Lubero Sud, Oui. il ne doit pas beaucoup s'intéresser à Matembe, car bien même nous sommes à Luofu. Parce que quand vous voyez Matembe et Luofu, ça veut dire qu'il y a déjà un travail bien fait. Et quand nous voyons aussi la grande cité de Kassé, Matembe n'est qu'un village de quelques 5 maisons, mais la grande cité de Kassé, conquise déjà par, ou bien récupérée par nos vaillants. C'est là qu'il y a un grand problème. Même si, pour vous, Matembe si n'est pas trop stratégique. Vous savez, Matembe, je dirais que c'est un recoin, c'est une courbure après Kassé. Et cette courbure est parsemée par une montagne. Oui. C'est cette montagne où loge l'antenne qui fait bruit maintenant dans les médias aujourd'hui. Moi, je dis non. On les a délogés une fois, 2 fois, c'est pas 3 fois. Si aujourd'hui ils se sont encore fixés vers là, on va toujours les déloger. Car bien même nous sommes déjà à Luofu, à Miriki, nous sommes à Kassé, nous sommes dans les événements de Kirumba, Kitobindo, nous sommes vers Miobwe, nous sommes à Katwa, nous sommes à Kikuvo. Et pourquoi maintenant Matembe doit intéresser les gens? Ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais c'est une entité aussi de la République démocratique du Congo. Tantôt je devais dire. C'est pour cela peut-être que ça retient beaucoup plus. Pourquoi ne pas commencer par Bunagana? Parce que c'est là le nez même du problème. C'est Bunagana d'ailleurs qui intéresserait plus les gens. Mais comment on peut comprendre aussi, parce que c'était même la crainte, il y a des fois les FARDC arrivent à récupérer des entités, prennent les décisions sur l'ennemi, et tout juste après, on commence à perdre des entités. On n'arrive pas à peut-être bien constituer une force d'occupation. En fait, moi je suis en contact très permanent avec les gens qui sont sur le terrain. Oui. Ils me disent d'abord, le moral est au zénith. La détermination est vraiment au rendez-vous. Oui. Et la fourniture des effets militaires n'a pas connu de rupture. C'est-à-dire, réellement, les hommes sont engagés pour la guerre. Et du côté ennemi aussi, nous avons appris par les gens de Kouanja qu'il y a vraiment un afflux des camions qui partent vers Lubero. Mais aussi,
il y a un autre élément que les gens sont en train d'oublier, mais l'espace Bwito, dans les Rutshuru, Oui. déjà presque conquis par nos vaillants combattants Wazalendo. Quand vous prenez Envoya Tongo, Tongo, oui. Kabizo, Butare, Bambo, Kishishe, Bwalanda, Bukombo, et toute cette partie-là, on peut s'aventurer à aller à Lubero et laisser cette partie. Ça n'a pas de sens. Parce C'est que pourquoi même si- les gens doivent maintenant comprendre. Stratégiquement, ça ne s'explique pas. Avec la stratégie, vous savez, Oui. quand le M23 peut perdre cet espace de Rutshuru, Oui. presque tout Bwito dans les Rutshuru, et une grande partie dans les Bwisha, vers Nyamirima, Kiseguru, Katuguru. Donc l'ennemi est malmené à l'interne. Et lui, il se faisait vers Matembe parce qu'il sait très bien que à Matembe, la force qui vient de Butembo, Beni Butembo, doit toujours combattre. Oui. Il suffit que on déverrouille seulement Matembe, Kase, Miobwe, Kirumba, arriver à Kaina. Comme nous sommes à côté de Kaina vers Luofu, c'est fini. Même aujourd'hui, si l'ennemi pouvait pas, disons aussi nos vaillants combattants pouvaient seulement se décider, comme nous sommes déjà vers Kimaka, nous allons vers Lusoa, nous allons vers Rwindi. Ce sont maintenant les offensives que l'armée peut oui, lancer. oui. Au lieu de rester en train C'est-à-dire- de répondre aux Non, attaques de c'est l'ennemi, une on lance aussi les stratégie. attaques. Oui, Luofu étendre leurs mains. oui, Mirik de même. oui. Je dirais aussi Matembe, et partout là-bas, même Kikubo. Oui. Mais stratégiquement, mais comme ce sont des milliers d'adacité, je dirais. Donc ce sont des milliers très habités. Oui, oui. Ce sont des milliers. Il y a une forte présence des populations. Une grande, forte densité de démographie. Oui, oui. Alors, l'armée ne doit pas faire une guerre qu'on va appeler une guerre sauvage. Ah oui. Il faut d'abord préserver les vies des citoyens congolais. Et c'est pourquoi vous trouvez l'armée faire une guerre tactique, une guerre professionnelle. Bien que l'ennemi, lui, vient, il attaque tout en sachant qu'il y a des populations là-bas. là-bas. Ne fait que seulement la route principale. Oui. Même à 5 mètres de part et d'autre, il ne peut pas. Il faut seulement la route principale. Et surtout la route principale, parce qu'il sait très bien que lui, il n'a que des engins. Il n'a que des engins, des armes lourdes qui ne peuvent que faire la route principale. Mais les à côté, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et de ce fait, nous l'avons contourné. Nous l'avons contourné. Oui. Il a pris la route principale. Nous l'avons contourné par les milliers d'euros pour vouloir venir lui casser peut-être la ligne de ravitaillement vers Kabasha, Oui. dans le Rwindi. Dans les Rwindi, justement. Si une fois nous fermons ces bouchons, l'ennemi qui est là au forfait, il sera directement pris. Un sandwich, hein? Oui, oui, effectivement. Et c'est pourquoi les gens ne doivent pas plus paniquer parce que, bon, Matembe, oui, c'est notre milieu, c'est notre Lubero. On n'en disconvient pas, mais que cela ne fasse pas l'objet de grandes critiques. Oui, alors la question qui reste aussi principale, j'en profite parce que vous êtes l'IDPS, vous êtes au pouvoir, bien qu'au loin de nous l'intention de vouloir politiser cette guerre, mais on voit aussi, et c'est ça même la demande qui reste pendante, on veut voir le gouvernement congolais laisser au FARDC aussi de lancer les vraies offensives. Quand je dis les offensives, parce que des fois c'est l'ennemi qui attaque et nous sommes appelés à répondre aux attaques de l'ennemi. Et heureusement ça tombe bien parce que les FARDC répondent aux attaques tout en les repoussant. Mais pourquoi ne pas aussi attaquer l'ennemi? Et là, l'ordre doit venir de Kinshasa. Bon, je pense que c'est une très belle et bonne question. Oui. Tout d'abord, nous sommes un État. Et nous avons au moins paraphé sur le cessez-le-feu. Oui. Et un État a un comportement responsable. Mais une rébellion, surtout une agression, ce sont seulement des agresseurs. Actuellement, ils appellent des familles. Voilà, qui a toute famille. Un agresseur, il ne fait que seulement l'évasion. Oui. Alors, lui, le cessez-le-feu, c'est comme si ça lui intéresse peu. Alors, nous, comme État, il y aura aussi le moment où nous allons aussi nous décider de dire, bon, fini d'abord avec le cessez-le-feu. Nous devons faire aussi la contre-attaque. On va respecter, on vient passer beaucoup de jours en train de respecter les cessez-le-feu. Et la contre-attaque, vous savez, à politique,
il faut aussi avoir ce qu'on appelle l'esprit de prudence et surtout l'esprit diplomatique. Oui. Quand vous oubliez la diplomatie dans la guerre, vous risquez de ne pas vaincre la guerre. Ça, c'est une prudence qui est connue de tout le monde. Les gens qui ont osé faire la guerre sans la diplomatie, ils n'ont pas été vainqueurs de leurs activités. On doit toujours discuter. Pas seulement discuter. Vous savez, tout se fait par la diplomatie. Si je peux vous demander une question, d'où provient ce grand matériel du M23? C'est ce qu'on parle même de la complicité internationale. Voilà, c'est-à-dire il y a certaines puissances derrière le M23. Et c'est pourquoi nous devons aussi nous rassurer d'autres puissances, parce qu'on a tout dit que Dawayamoto ni moto. Oui. Quelles sont les puissances qu'on peut aussi arriver à tirer de notre côté? Côtoyer pour faire les contre ou contraindre aussi ces grandes puissances. Voilà, peut-être c'est là que maintenant j'interviens comme un politicien. Oui, non, non. Oui. La guerre se fait aussi de manière diplomatique. Oui. Et là, nous ne devons pas rejeter cette option-là. Vous savez, est-ce que nous les faisons comme vous venez de dire? C'est une bonne idée que vous venez de développer. Oui, mais est-ce que la République démocratique du Congo est en train de les faire sur le plan diplomatique? Bien sûr. Nous avons été longtemps sous l'embargo. Oui. Qui a levé cet embargo? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au plafond, il y a quelque chose, il y a certaines choses qui bouillonnent, que nous, citoyens, là, nous ne voyons souvent pas. Et aujourd'hui, sur terrain, n'est-ce pas que nous nous sommes rencontrés avec Biden, le premier M23, ça n'engage que moi. Ah, le premier M23. Le premier M23. Le M23. Oui, pour discuter affaire avec lui. Oui. Biden, il semble être l'homme et d'ailleurs l'ossature de la guerre à l'Est. Celui-là qui fournit même des armes au Rwanda. Parce que le Rwanda, en soi, le Rwanda, d'une manière naturelle, ne peut jamais oser devant la RDC. Mais cependant, alors cette force, quand nous nous sommes rencontrés avec cette force, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous avons déjà communiqué. À Biden. Oui, à Biden. Soit une mise à garde, soit une alliance. La RDC faire une mise en garde à Joe Biden. Effectivement, oui. Vous savez, d'ici là, bon, et c'était le cas de l'approprié. Dites-nous bien que c'est vrai. Il y a eu des discussions bilatérales entre le président Tshisekedi et lui. Ça a été dit concrètement. Ça n'engage que moi. Vous savez, Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019 sous Trump. Justement. C'est-à-dire, les relations Tshisekedi-Trump existent toujours. Et vous avez vu comment on a traité Trump lors de la campagne. Il a même failli trouver la mort. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas dévoiler d'une manière là à vrac. Il y a certaines choses pour lesquelles nous devons toujours nous réserver. Et qui constituent aussi les éléments de la politique congolaise. Et nous ne devons pas les oublier. Laissez cette guerre aussi continuer. D'ailleurs, moi je suis parmi ceux-là qui ont été aussi peut-être les mieux situés, peut-être les plus agrémentés parce que Kagame a brillé de son absence à Luanda. C'est favorable pour vous? Pour moi, c'est une analyse qui ne peut engager que ma personnalité. On va en parler, on va aborder cette question. C'est aussi bien. Parce que Kagame ne savait même pas. S'il arrivait à Luanda, il sait très bien que nous nous sommes engagés déjà à faire quoi? Nous nous sommes engagés à rassembler les FDLR, les cantonner et chercher un espace politique au Rwanda. Il sait très bien qu'une fois les FDLR cantonnés quelque part, il faut faire pression pour qu'il y ait dialogue inter-rwandais. Alors que Kagame n'a pas de mots à dire aux FDLR. Mais on dit toujours que c'est un alibi. Les FDLR ne constituent plus une menace pour lui. Mais vous dites ici que lui a toujours les cantonais, ils vont au Rwanda, ils vont faire pour obtenir un dialogue avec Kagame. Ce n'est pas moi qui est en train de faire l'apologie des FDLR. Non. Au moins le gouvernement congolais s'est engagé sur ce point-là. C'est-à-dire que les FDLR existent. Vider les sacs des motifs. Et vous savez, pourquoi on... Des prétextes du Rwanda. Voilà. Pourquoi nous sommes engagés sur ce terrain-là? Parce que le Rwanda, quand il veut vouloir piller nos minéraux, il a toujours évoqué les motifs FDLR. Nous nous sommes dit non, il faut vider cette question. Une bonne fois pour toutes. Très bien. Alors, on va en parler directement. J'ai pu appeler ça un échec, le processus de Luanda finalement, qui n'a pas abouti comme les Congolais
les pensées, mais déjà là, avant la rencontre qui était justement attendue, bien, elle n'a pas eu lieu finalement. Corneille Nangaa qui s'adresse à la nation congolaise. Les mêmes sont les contenus de tout ce que dans des messages de Corneille Nangaa. En gros, c'est ce que le Rwanda a présenté aussi pour justifier justifier son absence dans cette rencontre, à cette rencontre tripartite Félix Tshisekedi, Kagame et Lorenzo. Le Rwanda parle justement d'un dialogue direct RDC M23. Vous vous attendiez à cela? Vous savez, je pense bien que tous les Congolais, oui, et même le monde entier sait très bien que Tshisekedi a nié depuis le matin de cette rébellion qu'il ne négociera jamais avec les M23 parce que c'est une coquille vide. Pourquoi maintenant l'évoquer les derniers jours de pourparlers, donc disons de la rencontre? Oui, le Rwanda présente ça comme c'est une question une alternative. Vide. Oui. Monsieur Jenny, oui, je vous dois beaucoup de respect, mais à vous personnellement, vous savez très bien que les M23, ça le Rwanda, ça les grandes puissances, oui, ne peuvent absolument rien. Maintenant, pourquoi faire langue? Pourquoi avoir un entretien avec quelqu'un qui n'est absolument rien? On ne peut que prendre langue avec celui-là. C'est comme un fils, mon fils par exemple. Quand je la vois à l'école, il y a problème de frais scolaires. Pourquoi déranger mon fils? Appelez-moi. Le fils ne peut rien faire. Même si vous lui dorlotez, vous dites non, voyez, vous allez m'amener l'argent tel jour, telle date. Il ne peut rien, ça, moi. Mais ça devient maintenant une confusion sémée par le Rwanda. C'est-à-dire quoi? Le Rwanda sait très bien qu'il n'a pas de mots à convaincre. Il n'a plus de mots. Et quand il dit M23, s'il parle de M23, le lendemain, il va dire AFC. Après, peut-être il va dire aussi Mobondo. Pour vouloir toujours justifier qu'il n'a pas de mots, oui, pour convaincre. Mais indirectement, parce qu'il niait d'abord être président de la République démocratique du Congo. Tout juste après, il a reconnu la présence de ces 4000 hommes dans le but justement de protéger les frontières, dans les mesures défensives, donc protéger les frontières du Rwanda. Alors, dans tout ça, ça devient un motif de trop pour les Rwandais. Alors, que fait les facilitateurs aussi face à ces défis? C'est là que je suis en train maintenant de montrer que quelquefois la diplomatie, si elle n'est pas bien fixée, elle peut vous rendre un mauvais travail. Je suis en train maintenant là de m'adresser au facilitateur, Joao Lorenzo, le président de l'Angola, Joao Lorenzo, qui n'a pas su réellement convaincre. Parce que s'il était un bon médiateur, un bon facilitateur, Kagame n'allait plus briller par son absence. Moi, je me dis qu'il a failli à sa mission. Lorenzo, il a failli à sa mission. Effectivement. Mais il a failli à sa mission. Pourquoi je le dis? Oui. C'est lui qui aurait accueilli Joe Biden. Pourquoi il n'a pas pesé ses mots pour dire que... Dites à votre Kagame... Est-ce que réellement c'était... à l'ordre du jour, tenant compte des priorités, en fait, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, avec l'arrivée de Biden en Angola, est-ce que c'était parmi les priorités? En politique, les non-dits sont les plus nombreux que les dits. Les dessous des cartes. Les dessous des cartes. Vous savez, on a toujours dit qu'en diplomatie, c'est la vérité sur la table. Oui. Quand vous êtes en diplomatie avec quelqu'un, vous lui prouvez la vérité, pas le langage imagé. C'est là que j'ai dit maintenant, monsieur Excellence Lorenzo, il n'a pas su jouer sa carte. Lui attaquer un envoyé spécial de l'Union africaine pour résoudre le problème de la RDC, mais en même temps, un chef d'État de la région qui couvre beaucoup de mineurs. Parce que vous n'êtes pas chaque fois vous prendre pour des enfants. Vous pesez. Nous avons aussi des minéraux, nous avons des ressources. Là, c'est nos responsabilités que vous voulez. Nous avons des ressources. Si vous voulez en avoir, laissez-nous d'abord la paix chez nous. Vous pesez, vous imposez aussi. On ne le fait pas. Non, peut-être. Je pense que, bon, ça n'engage que moi. Oui. Je pense que
Excellence Lorenzo n'a pas si réellement pesé de ces mots devant Biden. Parce que Biden, il est d'abord partant. Pourquoi ne fallait-il pas aussi l'imposer? D'abord, c'est un partant. Il ne doit qu'aussi accepter aussi mes exigences. Mais oui, il y a ces principes aussi de continuité. C'est vrai, lui comme individu va partir de son administration, mais vous en faites pas. Les faits vont rester. Les faits sont là. Moi, j'ai une bonne histoire sur la RDC. Oui. Dès lors que les républicains prennent le pouvoir, la RDC trouve toujours la paix. Je m'avais vous expliqué. Bon, je peux d'ailleurs donner certains cas. Comme par exemple, quand Lumumba meurt, en 61, après sa mort, les républicains prennent le pouvoir aux États-Unis. Ils fabriquent Mobutu jusqu'à 1990. Quand Bill Clinton entre au pouvoir, un démocrate, les rébellions sont de retour. En 92, les rébellions reprennent d'abord au Rwanda, 92, 94, la chute du Rwanda, 96, c'est la RDC. Et quand il quitte le pouvoir en 2001, malheureusement, après avoir abattu Moussé, quand M. George Bush William, le junior André, c'est lui qui aurait exigé au Rwanda de retirer tous ses lieutenants. De Kisangani, Puerto, Kabinda, vous vous retirez. George Bush est républicain. George Bush, le junior. Oui, est républicain. Est républicain. Et il a demandé au Congolais, allez à Sun City, allez vous attendre pour qu'il y ait la paix. Revenir de Sun City, réellement il y a eu la paix. Mais quand l'autre encore, le démocrate revient, Obama, il y a encore la guerre, CNDP, Kossoro, M23. Et quand Trump arrive, il y avait encore déjà la paix, presque la paix ici en RDC. Et voilà, quand Trump revient, la paix sera là. Elle est impérative. On va voir. Oui. Alors, déjà, indirectement, est-ce que vous ne pensez pas, bon, pas indirectement, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un échec aussi pour la République démocratique du Congo? On a perdu le temps, presque inutilement, entrer faire des va-et-vient à Luanda, discuter des rencontres ministérielles. Le président lui-même qui se déplace, finalement, son homologue rwandais, lui ne vient pas. Est-ce qu'on n'a pas perdu le temps inutilement dans ces processus? On a respecté les cessez-les-feux. Les cessez-les-feux qui nous a à un certain moment aussi affectés parce que pendant les cessez-les-feux, on a perdu des entités aussi importantes. Ce n'est pas une perte de temps, mais c'est aussi prouvé à la face du monde que mon interlocuteur, c'est un mauvais type. Il est maintenant en train d'être exposé à toutes les autorités, à tous les dirigeants du monde que celui-ci ne mérite même pas être parmi vous. Il s'appelle qui? Kagame. Imaginez, aujourd'hui, il est à crise totale avec le Burundi. Il en a été aussi avec l'Ouganda. Même avec la Tanzanie. Et aujourd'hui, maintenant, en RDC, c'est la permanence. Imaginez. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne mérite même pas. Et moi, je me suis toujours demandé, après son départ, que deviendra le Rwanda avec cette division ethnique? Ce sera une catastrophe. Parce que, imaginez les FDLR, qui ne sont même pas des génocidaires, ils chercheront toujours à aller reprendre leur maison que Kagame a déjà ravie. Est-ce que les FDLR existent concrètement? Parce que là, vous donnez raison au Rwanda qui dit toujours que les FDLR sont là. Je ne dirais pas que les FDLR, tout d'abord les mécontents du Rwanda. Ouais, les mécontents, ils sont partout. Ils ne sont pas seulement dans la forêt de la RDC, même aux États-Unis, ils existent. Justement. Dans d'autres pays, en Afrique du Sud. Et ces gens-là, après Kagame, ils chercheront toujours à revenir. Et que deviendra maintenant le Rwanda, après Kagame? Donc, ça sera un Rwanda de difficultés, de problèmes. C'est ça. Et Kagame maintenant, qu'est-ce que lui, en tant que président actuel, il ne devait que seulement chercher la paix. Et la paix avec tous ses voisins, et la paix avec son peuple. Oui. Indirectement, je sens dans vous, vous ne regrettez même pas. Non. Mais on peut appeler ça un échec. Peut-être si on n'arrive pas, on arrive peut-être à remettre les choses tout le monde le savait en ordre. On savait très bien que Kagame ne parviendra même pas à faire un pas vers le dialogue. C'est là que nous connaissons Kagame, il est toujours comme ça. Il ne manque pas d'alibi. Pour lui, même là où c'est noir, il voit blanc. Il voit toujours blanc. Donc pour lui, tout va bien selon lui.
Même le Rwanda, essayez de vous promener vers le Rwanda. Vous trouverez que réellement le peuple souffre. Mais pour lui, tout va bien. Tout va bien. Alors, M. Georges Yalala, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne peux que vous dire merci, mais on comprend que la République démocratique... Alors, peut-être cette question qui doit aussi intervenir, ça sera quoi la suite? Est-ce qu'on va assister à des offensives? Donc, que les politiques, c'est là qui ont le pouvoir aujourd'hui, permettent au FRDC de faire la guerre directe. Bon, je ne peux pas dire au Rwanda, mais au M23, disons, l'armée rwandaise qui s'est fait passer au M23 en République démocratique du Congo, ou soit on va tenter et se lancer dans d'autres processus diplomatiques. Quelle sera la suite après ce qu'on peut appeler chez Kalonda? La réponse est très simple. Oui. Elle est d'ailleurs d'adage. On dit qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, on sait très bien que Kagame c'est un belligérant de longue date, c'est un belligérant de toute sa vie. Et pour que la paix soit là, et la paix la plus durable, nous devons nous préparer à la guerre. Et là, moi, je vais dire, nous devons maintenant multiplier les stratégies militaires, diplomatiques et politiques. Parce que ce qui s'est fait hier, c'est une nouvelle leçon politique. Oui. C'est une nouvelle leçon qui nous apprend que non. Après les maths, il y a aussi la physique. Après la physique, il y a aussi la chimie. Donc, vous devez vous préparer à tout. Voilà. Merci beaucoup. Georges Yalala, c'est fait un plaisir d'être avec vous sur Gay l'Afrique. On est toujours ensemble et à tout instant, voilà, on fera aussi appel à vous pour pas de problème, décrypter l'actualité. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours oui. à l'œuvre de la République. Tout à fait. S'il y a une question qui peut intéresser, à laquelle nous pouvons aussi trouver une réponse, oui. Appelez-nous. La sensibilisation, elle est toujours là. Le jeudi, je pense que nous serons à la salle Full Gospel pour une conférence et sensibiliser les gens sur le changement de la Constitution. Les changements. Mais la commission n'est pas encore mise en place pour nous dire. Là, c'est préparer les esprits. Vous savez, vous préparez les esprits. Même quand vous voulez faire un chant, vous devez d'abord préparer votre corps que nous allons faire un chant. Oui. C'est toujours comme ça. On ne doit pas venir brusquer les gens. Dire non, pour changer la Constitution, il faut d'abord les préparer. C'est comme quelqu'un qui aura un enfant. Il doit d'abord... Laissez ce travail à la commission qui sera mise en place. C'est elle qui pourra peut-être nous dire si c'est le changement ou la révision. Vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle... Moi, je vais dire... Il y a ce qu'on appelle aussi la conception. Vous devez d'abord concevoir les choses. Oui. Quand bien même vous direz peut-être sur terrain, faire des choses... Bon, faire la réalisation. Mais la conception d'abord prime sur le tout. Pourquoi je dis changement de la Constitution? Cette Constitution que nous avons, avez-vous déjà eu l'occasion de lire d'abord son exposé des motifs? Georges, ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, on est à la fin de cette émission. C'est pourquoi je vous dis, la conception, elle est d'abord mal pour la Constitution actuelle. Il faut concevoir une nouvelle Constitution. Prochainement, on pourra en parler, ne vous en faites pas. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez toujours sur Gay l'Afrique. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater.